Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans le studio Vous Sport pour un nouveau numéro de Pied le Club consacré cette semaine à la 35e journée de Première Ligue. Avec à mes côtés, toujours avec autant de plaisir, Jean-François. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Serge. On bonsoir est à tous. vraiment dans la partie la plus passionnante de la saison parce qu'on a une course au titre incroyable. Un point de différence entre City et Liverpool. Une course au top 4 qui est aussi passionnante et il y a encore le maintien qui n'est pas décidé. Oui, c'est un peu plus clair pour le top 4. On a l'impression qu'il y a moins de candidats. Pour le titre, on sait depuis longtemps que ça se jouera évidemment entre City et Liverpool. Et les deux équipes sont dans une dynamique tellement incroyable pour le moment que c'est très compliqué de faire des pronostics. Et puis dans le bas, j'ai l'impression qu'il y a trois clubs qui sont encore véritablement concernés. Et Leeds est un de ces trois-là et devrait peut-être faire attention. Oui, il y a Everton qui a basculé dans la zone rouge, par contre, le week-end dernier. Donc ce serait quand même... deux grands noms du championnat d'Angleterre. Oui, effectivement, puisque Everton est en première division et maintenant en première ligue depuis les années 50. Donc ce serait un choc du côté bleu de la Mersey. En tout cas, également présent, vision du jeu avec son incarnation. Évidemment, Christian. Bonsoir Christian. Bonsoir messieurs, j'espère que tout va bien. Tout va bien et on est ensemble pour cette émission. On va commencer traditionnellement avec les 5 plus beaux buts marqués le week-end dernier. C'est parti. Taken back by Elneny, hit by Xhaka, what a goal! What a wonderful, wonderful goal! A pistol hit from Granit Xhaka! This is Gabriel Jesus. It's Rodri who stepped forward here! A bolt from the blue! A rocket from Rodri! And Manchester City flex their muscles again! Rodri's coming through, and a blockbuster of a strike. This will be special if they can find the finish. Longstaff had just overran, but it falls for Joe Linton! And that is a finish of a man brimming with confidence. Newcastle are going from strength to strength. They are loving life in the Premier League at the moment. Prowse. Oh, he's done it again! Well, it's almost like a penalty when he puts the ball down outside the box. Unstoppable. James Ward-Prowse has hauled Southampton right back into this contest with a trademark free kick. Teller. Romeu. Ward-Prowse. Oh, what a strike! To haul Southampton level. Ward-Prowse at the double with two right-footed crackers. And from 2-0 down, Southampton are back at 2-2. The away end has gone wild. L'incroyable James Ward-Prowse, doublement présent dans le top 5, sur coup franc direct on est habitué, mais aussi de plein jeu. C'est la première fois qu'il marque de plein jeu, même si c'est le meilleur buteur au rectangle cette saison en Première Ligue. Un joueur de Southampton, international anglais. Est-ce qu'on le verra un jour dans un club, on va dire, un petit peu plus prestigieux que Southampton, je vais le dire comme ça. C'est une arme décisive. Moi, je suis impressionné par la qualité technique de sa frappe, parce que la frappe, c'est bien un geste technique, la maîtrise du geste. Et je trouve qu'il est, sur les phases arrêtées, c'est un phénomène. Et on le voit ici sur des frappes comme ça, au rectangle. Donc, oui, après, je pense que quand on fait le screening du joueur, il ne doit pas y avoir que ça, bien évidemment, pour quitter Southampton. En tout cas, joueur intéressant. Le bilan, comme toutes les semaines, de la 34e journée, il n'y a eu que 21 buts. Donc il y a eu la qualité, mais pas vraiment la quantité. Il y a eu 5 victoires à domicile, une seule victoire en déplacement. Il y a eu quelques 0-0. On voit en tout cas que cette saison, il y a beaucoup plus de victoires à domicile qu'en déplacement, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Donc c'est lié aussi au public présent cette saison dans le stade. Et puis, regardez la photo de Mo Salah, parce qu'il a dépassé Alexander-Arnold. C'est donc le meilleur buteur et le meilleur donneur d'assist. C'est une saison Mohamed Salah. Oui, j'allais peut-être passer un message à Mohamed Salah en lui disant qu'il doit faire attention avec Liverpool, parce que si le titre se joue peut-être à l'extérieur, Liverpool aura de nombreux matchs à disputer à l'extérieur d'ici la fin de saison, ce qui sera le cas aussi évidemment de City, mais Liverpool en particulier, beaucoup de déplacements.
Il reste 8 matchs maintenant. Si on compte la finale de Ligue des Champions pour Liverpool, 8 victoires et un possible, ça dépendra aussi de City évidemment dans la course au titre, un possible quadruplé historique. Oui, il faut voir parce qu'ils vont probablement trouver 2 fois City sur leur route. Si c'est pas City, ce sera le Real Madrid. Mais enfin bon, de toute façon, voilà. On peut d'ores et déjà dire qu'on s'est régalé cette semaine avec les matchs de nouveau de Ligue des Champions, les prestations des uns et des autres. City a été impressionnant face à un très bon adversaire sur le plan offensif. Défensivement, il y a beaucoup de choses à redire. Et puis Liverpool a été dominateur comme lors de chaque match quasiment ces dernières semaines. Exactement, et dans tous les domaines du jeu, c'est impressionnant. Justement, on va commencer avec Liverpool avec un déplacement. Est-ce un piège? En tout cas, c'est un déplacement du côté de Newcastle, une équipe qui va vraiment beaucoup mieux. On en parle après ce clip. Fraser in. Woods, fabulously taken. Newcastle-Liverpool, premier rendez-vous avec la Première Ligue ce week-end. C'est donc aussi diffusé sur Divertissez-vous. C'est samedi 13h30. Newcastle est 9e avec 43 points. Liverpool 2e avec 79 points. À noter aussi que Leeds accueillera Manchester City, match de 18h30. Donc Liverpool jouera le premier ce week-end et on sait qu'il y a un véritable mano à mano. Donc pour quelques heures au moins, peut-être, Liverpool pourrait reprendre la première place. Mais on va débuter avec cette équipe de Newcastle et l'incroyable remontée des Magpies. Quand Eddie Howe est arrivé, ils étaient 19e. Là, on les pointe à la 9e place. Et si on prend toutes les rencontres depuis qu'Eddie Howe est là, Newcastle serait 5e au classement. Quel changement de situation, quel renversement incroyable. Le changement est radical. Je dois faire un mea culpa parce que j'y croyais pas. Donc très honnêtement, vous n'êtes pas le seul, je vous rassure. Je suis assez impressionné, assez étonné. En 2022, ils sont passés donc de cette place relégable à l'autre partie de tableau, c'est-à-dire la première partie de tableau, avec une série quand même de 3 défaites, 2 nuls, mais 10 victoires. C'est assez impressionnant de voir comment cette équipe s'est redressée. On rappelle qu'ils ont gagné leur premier match au mois de décembre. Première victoire incroyable de la saison lors de la 15e journée. C'est incroyable. J'ai envie de dire que cette rencontre, c'est alors peut-être pour eux un test plus, parce qu'on va dire qu'ils restent sur 4 victoires d'affilée. Dans ces 4 victoires-là, il y a 3 clean sheets. Donc c'est vraiment une équipe qui est en forme. C'est peut-être le grand match piège à passer pour Liverpool. Maintenant, je suis très impatient de voir cette rencontre parce qu'elle est pleine d'incertitudes. On a presque l'impression que Newcastle peut jouer de manière libérée, ce qui est peut-être la chance de Liverpool, parce que ça va être un match ouvert, ça va être un match dans lequel ça va peut-être se rendre coup pour coup. À ce jeu-là, est-ce que la qualité intrinsèque ne fera pas la différence? On verra, mais en tout cas, cette équipe de Newcastle est réellement impressionnante. Il y a tellement de choses qui ont changé. Alors en tout cas, Christian, pour avoir on va dire un point de vue réaliste sur le chemin parcouru par Newcastle, vous avez établi le classement de la Première Ligue en 2022. Et là, c'est quand même incroyable de voir Newcastle à une place absolument inattendue. J'ai pris tous les matchs à partir de la 21e journée. Et là, on observe quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'ils ont 32 points. Ils ont 32 points. C'est 3 points de moins que Liverpool. Qui n'a pas joué la semaine précédente parce qu'il y a eu le match de coupe, mais c'est 2 points de plus que Manchester City. Ils ont 10 victoires en 2022. Alors, c'est extraordinaire parce que, en fait, si on observe offensivement comment est-ce qu'ils ont réussi cet exploit, il n'y a qu'une qualité qui est probante, c'est le nombre de buts qui sont marqués sur phase arrêtée. C'est incroyable. Ils sont moyens sur reconversion rapide. Tout le reste n'est pas bon du tout. Ils n'ont que 40 buts marqués sur toute la saison, donc c'est moitié moins que Liverpool. Et pourtant, quand ça se traduit en points, ça donne un classement irréaliste. Mais c'est quelque chose un peu qu'on devra développer lors de notre émission spéciale. C'est de voir si c'est flatteur ou si c'est un peu tragique de voir qu'une équipe qui se réveille mi-décembre peut être 9e au classement et pourrait être 5e si on faisait seulement le classement avec le nouvel entraîneur. C'est très très étonnant. L'émission spéciale, ce sera pour la fin de la saison, l'émission bilan. Je vous propose de revoir les buts notamment marqués le week-end dernier face à Norwich. Newcastle qui a joué quasiment, on va dire, en candidat européen. C'est
un match facile face à Norwich, qui a quelques semaines, quelques mois était encore un concurrent direct pour le maintien. On voit les buts de Joelinton, qui a enfin trouvé son meilleur niveau sous le maillot de Newcastle. Un but aussi de Bruno Guimaraes. Il y a eu évidemment aussi les transferts effectués au mois de janvier, l'arrivée d'Eddie Howe. En tout cas, même s'il y avait énormément de pression parce que c'est le club le plus riche du monde, on voit que ça a bien fonctionné, qu'ils ont été mis sur des bons rails et que maintenant, franchement, c'est une équipe complètement libérée. Oui, c'est 2 buts pour Joelinton lors de la dernière partie. Oui, c'est assez impressionnant. Je disais tout à l'heure, 3 clean sheets sur les 4 dernières victoires. C'est aussi 6 victoires enchaînées à St. James Park, donc à domicile. Ce sera peut-être l'arbitre finalement du titre, parce que Newcastle va jouer évidemment ce week-end-ci contre Liverpool, mais va aussi se déplacer du côté de Manchester City. Et ils vont encore aussi jouer contre Arsenal, donc ce sera peut-être l'arbitre aussi pour le top 4. Mais ce qui est vraiment étonnant, et quand Christian pose la question en disant est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal qu'une équipe qui soit aussi mauvaise sur une demi-saison se retrouve à cette position-là au classement, et à peu de choses près, on serait presque à dire qu'ils sont en course pour une place européenne. C'est assez incroyable en fait. Si la saison avait commencé au mois de novembre, ils seraient en position européenne. Mais je répète, moi j'y croyais pas. Vous vous souvenez, l'émission, je vous en avais parlé, j'avais dit... Une équipe qui gagne son premier match après 15 journées, on peut pas y croire. Non, mais j'y croyais pas parce qu'en fait, je me disais, tiens, ok, ils allaient transférer, tout le monde savait qu'ils allaient transférer au mois de décembre, mais j'y croyais pas trop parce que je me disais, finalement, avec les nouveaux investisseurs, avec ce qui est en train de se passer dans le club, etc., est-ce que les joueurs vont être concernés par le projet? Donc je dirais que la chose essentielle cette saison, c'est qu'Eddie Howe a su, en tout cas, créer quelque chose, une atmosphère qui fait que... au-delà évidemment des résultats obtenus, mais visiblement les joueurs sont contents de participer à ce projet, même si l'année prochaine on peut s'attendre à ce qu'il y ait de nouveau pas mal de modifications dans l'effectif, etc. Mais c'est assez étonnant. On parle beaucoup des transferts, mais si je regarde la feuille de match du week-end dernier, il n'y avait que Target, il y avait Burn et il y avait Bruno Guimaraes qui au début ne jouait pas beaucoup, donc on ne peut pas dire non plus que ce soit les transferts qui ont fait la différence. C'est vraiment l'équilibre trouvé par Eddie Howe. Mais ça peut répondre à une question qu'on se pose souvent. Quel est l'impact d'un coach sur une équipe? Là, on a clairement une réponse, comme on a pu sans doute avoir une réponse aussi. Un changement d'entraîneur, oui, peut en effet très très bien fonctionner. Et cette équipe du Newcastle en est évidemment la preuve. Et si on rentre dans les détails, Christian, quelles sont justement les particularités qu'on peut faire ressortir de cette équipe de Newcastle avec Eddie Howe? C'est ce qui est intéressant, on l'a souvent évoqué pour des équipes de cette envergure-là, en fait, puisqu'il reste quand même, ça reste quand même une équipe du milieu de classement. On a expliqué toujours que l'importance de la reconversion rapide, ici ils en ont marqué 8, donc c'est moyen, c'est pas encore dans les meilleurs, mais c'est déjà bien. Mais surtout c'est la phase arrêtée. Et au-delà de ça, quand il y a la phase arrêtée, il y a souvent le jeu de tête qui est lié. Et en Angleterre, le jeu de tête c'est très important. On le voit sur l'infographie ici, sur 40 buts marqués cette saison, ils en ont marqué 9 de la tête. C'est presque 25%, c'est presque 1 but sur 4, alors que la moyenne de la Ligue, vous pouvez le voir, on a marqué 136 buts, c'est 15%, donc c'est 1 but sur 6, 1 but sur 7. Eux, ils parviennent à marquer 1 but sur 4 de la tête. C'est une arme qui est très importante aujourd'hui dans le domaine du football et dans les modèles offensifs. Voilà, ils sont capables de faire ça sur 40 buts marqués, c'est fabuleux. Il y a ça, et puis il y a aussi le timing des buts. Il y a un quart d'heure notamment où Newcastle est extrêmement performant. Et c'est peut-être pas le quart d'heure habituel parce que c'est souvent en fin de match, soit en début de match, soit en fin de match. On voit que Newcastle a vraiment un quart d'heure préféré dans les matchs de Premier League. Le troisième quart d'heure est aussi un quart d'heure très important parce qu'il y a aussi les premiers signes de fatigue qui viennent de la première mi-temps. Mais là, voilà, regardez, avant ce troisième quart d'heure, c'est très faible, c'est très maigre. Et après, c'est très maigre aussi. Et donc, voilà, je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, ils ont un sursaut ou alors tout est basé dans le travail de préparation physique pour être prêt entre la 31e et la 45e. Mais ils sont les meilleurs dans ce domaine et ils marquent 38% de leurs buts dans ce quart d'heure-là. Donc, j'invite le téléspectateur à observer ce moment du match et voir s'ils vont pouvoir surprendre Liverpool. Nous, Christian, on l'observe, mais est-ce que finalement, ce ne serait pas, encore une fois, quand on voit ça, ces chiffres-là, est-ce qu'ils sont, à mon avis, le fruit du hasard? Je ne parle pas, nous, on le relève, mais est-ce que du côté de Newcastle, ce ne serait pas le fruit du hasard?
Tout à fait. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est de voir en fait qu'un modèle vient se répéter alors que peut-être ils ne sont absolument pas au courant. Et je pense pas particulièrement qu'on travaille de manière assidue à l'entraînement pour dire attention, on arrive à la 31e minute, il faut commencer à marquer des buts. C'est sûr que c'est probablement le fruit du hasard et c'est sûr qu'ils ne le savent probablement pas. Mais par contre, s'ils le savaient, eh bien, psychologiquement, moralement, on sait qu'on peut relever la tête et se dire allez, c'est notre moment et il faut en profiter puisque ça a déjà marqué souvent. Donc, exactement, j'allais le dire, ça peut être du conditionnement. Si c'est un hasard au départ, si on le voit après, dire regardez, vous êtes performant dans ce quart d'heure-là, donc il faut y croire, il faut croire en vos chances et il faut vraiment essayer de faire la différence dans ce quart d'heure-là. Ça peut être un conditionnement. Là, on est vraiment dans l'aspect émotionnel, psychologique. D'où la nécessité, Christian, pour tous ces clubs anglais de vous téléphoner. Non, on regarde l'exclusivité avec Christian. Et avec message, c'est gratuit, donc ça leur coûte rien du tout. Ok, voilà pour cette équipe de Newcastle. Est-ce le match piège pour Liverpool? Est-ce que le championnat, en tout cas le titre, va se jouer ce week-end? Franchement, c'est possible. Mais Liverpool reste sur, Christian, une série absolument incroyable en 2022. On l'a vu encore en Ligue des Champions, mais en championnat, vraiment, cette équipe marche sur l'eau maintenant depuis le début de l'année. Même tableau que Newcastle en 2022, invincibilité, pardon. Et alors, il y a 11 victoires, 35 points, c'est les meilleurs en 2022. Hier, si vous avez regardé le match contre la Villarreal, c'était impressionnant en termes offensifs, mais surtout défensifs. On a vu un travail de Fabinho qui était exceptionnel dans la récupération de balles contre une équipe en fait qui jouait très bas. Donc il faut vraiment être très fort et avoir vraiment un plan de jeu pour les surprendre parce que ils sont vraiment impeccables dans tous les domaines. Mais il a raison, très gros match de Fabinho, mais très gros match de tout le collectif. Moi, ce qui m'impressionne dans cette équipe, c'est à la fois le travail de Fabinho, bien évidemment, c'est la solidité défensive dans le duel, dans le 1 contre 1, ils sont quasiment jamais perdants. Ce sont les deux flancs qui sont, c'est plus que des machines, il y a un apport là qui est absolument incroyable, que ce soit à droite ou à gauche, évidemment avec les deux latéraux, mais c'est une chose vraiment impressionnante dans cette équipe, c'est la concentration dans le contre-pressing, notamment de ses attaquants. Obtenir ça de 3 stars, finalement... Ouais, mais ça fait des années que c'est préparé. Oui, mais justement, ça fait 3, 4, 5 ans maintenant. Vous savez quoi, j'étais en train de regarder le match, je ne le regardais pas tout seul, et je faisais part à la personne qui était avec moi, je lui disais, mais c'est incroyable d'obtenir ce niveau d'exigence et de performance sur la durée et de la part de joueurs stars. Je crois que là, ça explique pourquoi on est au sommet. C'est-à-dire que ce qui fait la différence, bien sûr, je pense qu'il y a des joueurs qui sont sans doute dans différents championnats, dans différents clubs, qui ont peut-être autant de qualités, on va dire, techniques, qui ont peut-être les possibilités au niveau athlétique, qui ont peut-être tactiquement un entraîneur qui est peut-être aussi fort que ne l'est, voilà. Mais la différence, c'est ce qu'il obtient mentalement de la part de ses joueurs. Ça, je dois dire la transformation, parce que Salah, il a fait une bonne carrière à la Roma notamment, à Chelsea, ça n'a pas fonctionné. Mané, c'était Southampton avant, on n'aurait quand même jamais pu imaginer que ces deux joueurs... C'est tous les 3 jours, c'est ça qui est impressionnant, c'est tous les 3 jours. Et l'équipe de Villarreal hier, c'est une bonne équipe. Le niveau technique de cette équipe est un niveau technique... Ils n'ont pas éliminé le Bayern et la Juve par hasard. Non, c'est une équipe qui a un excellent niveau technique pour ressortir notamment les ballons, mais là, ils ont été carrément étouffés par cette équipe. Donc moi, je suis tellement impressionné sur ce que j'ai vu ces dernières semaines, d'ailleurs, ça date pas du match contre Villarreal. Justement, on va peut-être revoir les buts face à Everton, c'était le week-end dernier, dans le grand derby de la Mersey. On va peut-être demander une réaction aussi à Christian. Oui, par rapport à ce que Jean-François disait, il faut quand même savoir qu'il a commencé le match hier. Normalement, Fabinho a joué souvent en défense centrale. Il l'a fait passer un cran plus haut. Il a mis Konaté à la place de Matip. C'était exceptionnel et on voyait que sur chaque récupération de balle, parce que la Villarreal est une équipe qui marque beaucoup dans le passage par l'axe, beaucoup dans des reconversions rapides, beaucoup dans des face-à-face, chaque fois qu'ils récupéraient le ballon, on voyait pratiquement ces deux joueurs-là qui étaient dans les 35 derniers mètres pour bloquer la première intervention, pour pouvoir ne pas lancer Lo Celso, ne pas lancer Danjuma, qui sont des joueurs redoutables en contre-attaque. Et là, on a vu vraiment, on sentait en fait dans chaque intervention qu'il y avait quelque chose de préparé et quelque chose qui était voulu et que les joueurs sont impliqués pour ne rien lâcher jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'en fait, ils sont invincibles en 2022.
Ouais, ils sont impressionnants. Ils ont quand même éliminé Man City dans une confrontation directe en demi-finale de Cup. Ils en ont passé 4 à Manchester United. Ils en ont mis 2 contre Everton. Ils se sont imposés facilement en Ligue des Champions contre Villarreal. Ils donnent cette impression d'aisance permanente. On l'a dit, on est dans la partie la plus passionnante de la saison, mais c'est la partie aussi, il faut avoir les paramètres physiques, on va dire les plus élevés. Et là, franchement, ils reprennent présent. Tous les 3 jours, vous l'avez dit, ils ont un match et tous les 3 jours, ils donnent la même impression. C'est ce qui est le plus impressionnant. Ils ont déjà gagné la Coupe de la Ligue, ils sont en finale de la Cup, ils ont déjà un pied, on va dire, quand même en finale de Ligue des Champions et ils peuvent encore aller chercher le titre. Alors qu'on est à quelques semaines de la fin. Je voudrais insister là-dessus en disant, quand on joue tous les 3 matchs, les gens vont se dire, oui, mais c'est le physique. Tous les 3 jours. Tous les 3 jours, pardon. Quand on joue tous les 3 jours, c'est le physique qui est impliqué. Non, c'est pas que le physique. C'est-à-dire que d'autres équipes jouent aussi tous les 3 matchs, mais n'ont pas cette capacité. Tous les 3 jours. Non, mais n'ont pas cette capacité de réponse mentale. Je trouve que le domaine dans lequel cette équipe est largement au-dessus de ses adversaires, c'est mentalement. Est-ce que c'est un équilibre qui peut être fragile quand même, une dynamique qui peut être fragile quand même? C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir sans doute un jour où à un moment donné, ils peuvent craquer. Je disais, je regardais le parcours jusqu'à la fin de saison. Ce qui va être difficile pour cette équipe de Liverpool, c'est évidemment de jouer les 8 matchs à venir. Mais sur ces 8 matchs à venir, je pense que c'est 2 dans leur stade. Oui. Et pour le reste, 6 à l'extérieur, c'est-à-dire il faudra aller en Espagne. Bon, ceci dit, City ira aussi jouer en Espagne, mais après, il faudra se déplacer, notamment du côté d'Aston Villa, du côté de Southampton, etc. Donc, ça fait chaque fois des déplacements. On ne, comment je veux dire ça ? On ne régule pas sa journée de la même façon quand on joue à l'extérieur que quand on joue à domicile. Ça prend plus de temps dans les déplacements, les avions, la fatigue, tout ce que c'est. Et donc, parvenir à répéter ce niveau de performance en enchaînant comme ça tous les 3 jours, étonnant, c'est vraiment étonnant. Alors, pour terminer le chapitre Liverpool, on a vu les buts marqués face à Everton dans un match difficile, parce que pendant 1 heure, Everton a bien défendu. Ça a été aussi le cas face à Villarreal. On a l'impression que cette équipe a tellement de certitude qu'elle sait qu'à un moment, l'adversaire va craquer. Là, c'est Origi qui monte au jeu et qui fait aussi basculer le match. Vous le connaissez bien, Divock Origi. On sait que c'est la 6e roue du carrosse maintenant, parce qu'il y a les 4 fantastiques, il y a Luis Diaz et lui qui est juste derrière. Mais bon, il est quand même toujours là. Il marque toujours face à Everton et c'est aussi important dans une équipe. On a vu après, un quart d'heure. On a vu Klopp le prendre dans ses bras après parce que c'est des joueurs qui restent importants dans les moments clés où ils peuvent faire la différence. Mais je pense que c'est important ce que vous dites là. Klopp le prend dans ses bras. Et on a toujours un petit message aussi à l'attention de tous les gens du football. Toujours peur de montrer ses émotions. Klopp les montre, mais il montre tant son émotion dans quelque chose qui est un geste d'affection que dans à mon avis, dans un geste d'humeur. C'est-à-dire qu'il peut aussi bien passer dans quelque chose de réprimande, d'une réprimande, mais réprimande. Tout ça se fait. Vous savez, je fais une comparaison qui n'en est pas une, mais on a souvent dit, mais tiens, comment est-ce que Felice Mazou obtient autant à Union Saint-Gilloise? Mais dans les comportements, c'est-à-dire la manière de prendre ses joueurs, la manière de les enlacer, la manière de leur montrer qu'il leur porte un sentiment qui va au-delà de simplement dire je suis ton entraîneur et voilà. C'est compliqué. C'est la gestion d'un gars qui joue quasiment pas sur l'année, qui sort de sa boîte là à un moment de... Bon, et puis hier, le public il réclame, hop, allez, ok, il lui met un quart d'heure, il sait qu'il en aura peut-être besoin encore sur la fin de saison. Enfin, tout ça est assez incroyable. Je voudrais quand même dire que sur les 10 dernières confrontations face à Newcastle, Liverpool n'en a pas perdu, donc il y a eu 4 partages et 6 victoires. Et je voudrais aussi dire que l'élément clé de nouveau de cette rencontre, ce sera Mo Salah. Moi, je trouve qu'il est de nouveau impressionnant, peut-être. On l'a vu dans le tableau, meilleur buteur, meilleur donneur d'assist. Mais vous avez raison d'insister sur le fait que c'est le meilleur donneur d'assist, mais dans les 7 derniers matchs contre Newcastle, il a été 7 fois décisif. En marquant 6 buts et en délivrant une passe décisive. Donc ce sera peut-être encore l'élément clé. Mais ce niveau d'exigence, je voyais hier, quelque part c'est un bonheur, c'est un plaisir, c'est un message à envoyer à tous les gamins qui rêvent de devenir des grands joueurs. Ça passe par ce niveau d'exigence-là et pas plus bas. Rendez-vous donc samedi 13h30 pour ce match tellement important, déplacement de Liverpool du côté de St. James's Park. On passe maintenant à la lutte pour le top 4. C'est un match dimanche et c'est un derby londonien puisque West Ham accueille Arsenal.
Dimanche 1er mai, rendez-vous au London Stadium, coup d'envoi à 17h30. West Ham 7e, 52 points. Arsenal est 4e avec 60 points. Arsenal qui retrouve la 4e place, abandonné quelques matchs plus tôt après des mauvaises performances. Bon, un mot sur West Ham. 7e, 52 points. C'est encore jouable pour la Ligue des Champions, mais ça va être très compliqué. Donc voilà, je ne pense pas que les Hammers s'y pensent encore vraiment. Par contre, ce match est bloqué entre le match aller de demi-finale d'Europa League et le match retour face à Francfort. C'est un match d'ailleurs que vous pourrez suivre ce soir à partir de 21h sur vous Sport World. On rappelle aussi qu'il y a un autre match de Première Ligue, on va peut-être en parler un petit peu après. Mais voilà, est-ce que West Ham pense vraiment encore à la 4e place? Bon, la 7e peut aussi être qualificative. Je pense qu'à ce stade-ci de la saison, une équipe comme West Ham pense surtout à disputer la finale d'Europa League. On est d'accord sur cette question-là. En plus, vous avez raison de souligner que c'est un match, celui-ci, ce week-end, face à Arsenal, ce qui est peut-être la chance des Gunners, hein, justement, oui. Mais qui se trouve là coincé entre deux matchs très très importants, une demi-finale à un moment donné Europa League, ça reste évidemment un élément clé. N'oublions pas que c'est aussi possible d'aller chercher un ticket pour la Ligue des Champions via justement cette Europa League et une possible victoire peut-être. L'adversaire est évidemment compliqué puisque Francfort a quand même été assez impressionnant face à Barcelone, mais West Ham, je pense, la dynamique actuelle, en tout cas en Première Ligue, est en très nette perte de vitesse. Oui. Ça me semble quand même assez évident. Sauf à domicile, hein. Ils sont sur 6 matchs sans défaite au London Stadium. Par contre, ils ont encore perdu le week-end dernier à Chelsea. Sur les 5 derniers matchs, c'est une victoire. Oui, donc, tout à fait. Et puis, on a vu déjà le week-end dernier, dans le déplacement à Chelsea, David Moyes a commencé déjà à faire un petit peu tourner l'équipe. Oui, Rice c'est quand même le meilleur joueur. Il était sur le banc. Antonio était sur le banc. Donc, ça risque encore d'être le cas ce week-end dimanche. Oui, et puis il y aura l'absence de Dawson aussi qui a pris un carton. Je regardais aussi sur les 5 derniers matchs, on est sur un average de 4 buts marqués pour 4 buts marqués pour 8 buts encaissés. On est sur un bilan de 4 points sur 15. Voilà, c'était ça, c'est pour être plus juste. Donc oui, c'est une équipe qui a sans doute son centre d'attention fixé sur autre chose que sur la Première Ligue actuellement. Ouais. Donc c'est peut-être la chance pour et des 7 premiers, du top 7, c'est un derby londonien. Hein, donc oui, attention. Mais c'est l'équipe qui a aussi l'effectif le plus restreint. Parce que, on l'a dit depuis plusieurs semaines. Oui, par exemple, Antonio, il n'y a pas vraiment d'autres attaquants. Yarmolenko joue plutôt sur le côté. Donc c'est Benrahma qui a joué en numéro 9, en faux 9 le week-end dernier. Donc voilà, c'est quand même une équipe qui a des moyens plus limités. On a déjà tellement insisté sur l'importance de Rice là au milieu que quand à un moment donné il ne joue pas. Et qu'on met Noble, voilà, avec tout le respect qu'on a pour Noble. Quand même, voilà, il a 35 ou 36 ans maintenant, il est en fin de carrière. Ouais, donc voilà. Ceci dit, ça reste quand même une super saison pour West Ham, même si la période est un petit peu plus compliquée, parce que ils ont rêvé de Coupe d'Europe pendant toute la saison. Ils sont quand même encore 7e, hein, donc ils sont quand même aussi sur une place qualificative pour la Coupe d'Europe, Christian. Et on peut peut-être comparer l'équipe de West Ham au niveau offensif, en tout cas la saison dernière, et celle de cette saison, pour voir s'il y a eu un véritable changement. C'est un peu un mystère cette équipe parce que en fait elle est performante dans plusieurs domaines, mais l'année passée la grande force de cette équipe, c'est comme on peut le voir sur cette infographie, c'était les buts sur centre, les buts sur phase arrêtée, les buts de la tête. Et ici en fait on voit 26 buts sur centre avec beaucoup de passages par le flanc droit, notamment les 12 buts dans la dernière zone avec des centres venant de la droite. Ils ont marqué plus de 50, presque 60% de leurs buts de plein jeu par centre. Et puis on va le voir avec l'infographie suivante. Et voilà, c'est une qualité qui ne s'est pas améliorée, ou qui ne s'est pas conservée. Elle s'est détériorée. Voilà, on est passé en fait de 50 à 60% de buts sur centre, de plein jeu. On est passé à moins de 30%, et notamment avec un flanc droit qui n'est absolument plus du tout efficace. Alors c'est étonnant parce que c'est le même entraîneur, c'est pratiquement le même effectif, c'est le même modèle, c'est les mêmes liens. Mais par contre, il y a beaucoup moins d'efficacité dans ce domaine. Mais est-ce que ça ne peut pas être aussi, Christian, dû à ce que l'adversaire, à un moment donné, leur pose d'autres types de problèmes, sachant, alors peut-être à ce moment-là, justement, qu'il faut peut-être bloquer les flancs de West Ham ? Oui, mais le flanc gauche est toujours aussi performant. Ils ont 9 buts par rapport aux 12 de la saison passée. Par contre, le flanc droit n'est absolument plus performant. Et on va le voir, la conséquence de ça, c'est aussi dans la suite, c'est qu'ils sont beaucoup moins performants de la tête par rapport à la saison passée. Alors si on passe de 60% à 30% en termes de centre, et si on passe de 16 buts marqués de la tête à 9,
compter le nombre de buts où on ne prend pas des points. Et c'est pour ça, ça explique aussi probablement la difficulté que West Ham a terminé cette saison en Première Ligue. Alors, il y a toujours un revers à la médaille, mais qui peut être positif, c'est que l'arrivée de l'année passée aidez-moi Serge, du joueur de Manchester United, de Lingard, avait donné du jeu rapide, des face-à-face, de la reconversion rapide qu'il n'y avait pas. Mais par contre, on perd maintenant dans le domaine de la tête, comme on peut le voir ici. Ils marquaient 26% de leurs buts de la tête lors de la saison passée. Ils sont à 18%. Ce sont chaque fois, et on l'a vu dans l'importance avec Newcastle, ce sont chaque fois des petits détails, des petits chiffres, des petits buts en moins qui au final donnent des points en moins et des objectifs à atteindre qui sont beaucoup plus difficiles. Maintenant, ils ont la chance d'avoir probablement la possibilité d'atteindre la finale de cette Europa League qui va leur permettre de probablement sauver la saison. Mais voilà, il n'y a pas d'amélioration dans le jeu offensif, en tout cas par rapport à la saison passée. C'est pas gagné la finale. Hein. Non, loin mais je voulais quand même rajouter, même si on voit que... Voilà, il y a certains paramètres qui sont moins bons que la saison dernière. Ils étaient 6e la saison dernière. Là, ils sont quand même encore 7e. Donc finalement, bien sûr. C'est pas aussi négatif que ça. Non, mais après on va être clair. On regarde aussi qui se trouve devant eux au classement. Des gens qui ont des effectifs plus complets que le leur. Oui. Et donc ça n'a rien d'étonnant. Ce qui était étonnant, c'est de les voir se bagarrer avec les autres pour l'accession au top 4. Là, on était vraiment dans ce qui était pour eux, je pense, le maximum possible comme objectif, même si quand on regarde l'effectif de près, je rappelle que l'équipe de base, quand tout le monde est là, quand les 11 titulaires sont là, c'est une excellente équipe, et notamment avec un cœur du jeu, le duo Rice-Soucek, c'est quand même de très 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 haut niveau, donc c'est une bonne équipe. Oui, et puis il y a des joueurs peut-être moins connus comme Fornal qui fait une très bonne saison. Il y en a Benrahma qui n'est pas toujours titulaire mais qui peut aussi avoir de l'impact dans cette équipe. Yarmolenko qui est revenu un petit peu dans le parcours, donc il y a de la qualité, c'est clair. Oui, il y a de Lanzini aussi, on a toujours dit que c'était un excellent joueur. Ce sont des internationaux, ce sont des joueurs qui peuvent performer. C'est un entraîneur. Bowen, bien sûr, il faut le citer aussi. Bowen, il faut le citer. C'est un entraîneur qui, pour ce type d'équipe-là, qui ne fait pas partie, à mon avis, des équipes du top 4, 5, qui est juste en dessous. Ils sont pas loin. Non, mais ils sont juste en dessous. Ça veut dire quoi quand on est juste en dessous? Ça veut dire que sur une saison exceptionnelle, on peut réussir un petit exploit. Mais on va dire de manière statistique, on va dire, si on ramène ça sur plusieurs, sur une durée un peu plus longue, ils sont à leur place, là où ils sont actuellement, me semble-t-il, par rapport à la compétitivité, je dirais, de la Première Ligue. C'est pas anormal de les retrouver aux alentours de la 6-7e place. Ouais. Et puis avec un parcours incroyable en Europa League aussi. Parce qu'on rappelle quand même que c'est une équipe qui, il y a 40 ans, était quand même d'un très bon niveau européen. Elle a gagné des Coupes d'Europe dans les années 70 aussi. Donc. Avec un grand joueur. Avec un grand joueur. Kevin. Qui a joué à West Ham. Absolument. Voilà. Absolument. Je vous le dis parce que j'avais un poster dans ma chambre. Je crois que c'est le seul joueur que j'ai un jour mis sur mon mur. Voilà pour l'anecdote. Oui. Ok, d'abord on va dire que c'est un super Sunday parce qu'il y a aussi Everton-Chelsea dimanche. En même temps, il y aura Tottenham-Leicester en lutte avec Arsenal dont on va parler maintenant. Alors cette équipe d'Arsenal, on a utilisé un mot la semaine dernière et ça s'est confirmé ce week-end, une équipe cyclotimique avec des moments d'euphorie et des moments de déprime parce qu'il y a eu ces 3 matchs perdus face à Crystal Palace, face à Brighton et face à Southampton. Là, on se disait, c'est fini pour la 4e place, Tottenham a pris le dessus. Et non, Tottenham a perdu des points et puis l'Arsenal enchaîne avec une victoire à Chelsea et quelques jours plus tard, une victoire pas facile, mais une victoire quand même face à Manchester United et ils sont de nouveau 4e. Avec une grande question, pour Christian, c'est de lui dire, est-ce que de nouveau, parce qu'on a l'impression que chaque fois l'entraîneur finit par réagir, trouver la solution, etc. Mais est-ce qu'ils savent seulement pourquoi les choses vont bien à un moment et pourquoi elles vont mal à d'autres moments? Ouais, ça me fait rire évidemment parce qu'on pose chaque fois la question et que c'est difficile de répondre. Moi je crois pas. Moi je pense pas qu'ils savent pourquoi ça va bien, pourquoi ça va mal. J'ai observé les buts marqués sur les 2 derniers matchs, sur les 2 dernières performances. Il y a quand même un seul but seulement sur
sur plan de jeu, bon, il y en a 2 qui sont sur but, sur erreur provoquée, mais le reste c'est des circonstances favorables et il y a 2 pénaltys. Donc voilà, ça confirme la question qu'on se pose depuis toujours. Je pense qu'à un certain moment, ça va bien et puis des fois ça va pas et on sait pas. Et on va le voir dans le tableau suivant justement sur les performances. Voilà, regardez ça, c'est extraordinaire. Voilà, ça c'est à l'image de on sait pas. C'est-à-dire que contre le groupe 1, ben, on sait pas. Contre le groupe 2, on sait très très bien puisqu'on prend 24 points sur 27. Contre le groupe 3, on sait plus du tout. Et contre le groupe 4, on sait de nouveau. Donc voilà, ils sont en fait rationnels dans leur irrationalité. C'est-à-dire que voilà, ça va pas et on sait pas. Ça doit être un cauchemar pour les supporters d'aller à un match d'Arsenal parce qu'en fait, on ne sait pas. Ouais, c'est étonnant quand même de voir ces blocs rouge, vert. Il n'y a pas vraiment, encore une fois, de rationalité dans ces résultats-là. Non, alors, je me dis que c'est un petit peu à l'image de l'équipe en elle-même, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont parfois très performants et puis à côté de leur godasse. Tout à coup, on voit ressurgir Nketiah, qui revient dans le 11 de base, qui marque. On n'avait plus vu El Neni pendant des semaines et des semaines. Je crois qu'en 2022, il avait joué 6 minutes et puis vous en avez parlé dans l'Europe des 11. Oui, il apparaît à Chelsea et puis il est excellent face à Manchester United. Exactement, il apparaît être la solution à un moment donné miracle. On a eu Martinelli, à un moment donné le leader en attaque c'était Lacazette et puis Lacazette disparaît de la circulation et puis on a Smith Rowe et puis on a... Enfin voilà, c'est une équipe très très étonnante, mais même quand on regarde un petit peu, alors est-ce que finalement c'est pas une équipe qui est un petit peu à l'image aussi des gens qui la dirigent? On a le sentiment qu'au niveau du rapport, en tout cas, entre les sommes dépensées et les transferts, il y a quelque chose là aussi qui n'est pas très cohérent. Donc il y a plein de choses, en tout cas pour un supporter d'Arsenal, ça ne doit pas être simple à gérer. Je crois qu'un des cas qui symbolise ça au mieux, c'est Pepe, par exemple, qu'ils ont été cherchés pour 80 millions, qui, cette année-ci... ça, c'est un dossier quand même... est un échec un dossier très particulier. Assez incroyable. Ouais, donc, qui ne joue quasiment plus, d'ailleurs. Non, il joue quasiment plus, mais c'est... Et à la limite, il est sur le départ pour une somme qui a été fixée par le club à 25 millions de livres. Ça fait à peu près 30 millions d'euros. Mais il ne vaut pas beaucoup plus. Mais non, mais enfin, vous avez perdu, donc en l'espace de 2-3 ans, vous avez perdu, faites le calcul, 80 moins 30, vous avez perdu 50 millions d'euros. Donc Mais Arsenal n'a pas les meilleurs comptables de toute la première ligue. On l'a vu avec Aubameyang notamment aussi, qui est parti finalement pour rien à la fin du mois de décembre. En tout cas, il y a beaucoup d'inconnus, mais il y a une constante. C'est le jeune Bukayo Saka, 20 ans, voilà, qui maintenant, depuis 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, est tout simplement brillant. Christian, on peut dire que c'est peut-être le meilleur joueur de la saison du côté d'Arsenal. À l'image du club aussi, hein, on va le voir, 11 buts marqués, 8 buts de plein jeu. Alors, je vous rappelle quand même que c'est pas un but sur centre, c'est un but seulement sur phase arrêtée, c'est pas un but de la tête, c'est pas un but au cordeau. Par contre, c'est des buts sur tir. Il est excellent sur tir, le tir enroulé, le tir croisé, le tir classique, le tir du plat du pied. Alors chaque fois, il reçoit donc, il se cache sur son flanc, il reçoit des ballons qui viennent de l'axe comme vous pouvez le voir. Et puis voilà, après il enclenche, il rentre dans le jeu et il enclenche avec son pied gauche. Un magnifique tir enroulé, un magnifique tir croisé. Et il est excellent là-dedans. Il est meilleur buteur du club et il n'a pas marqué un but dans les domaines les plus importants dans le travail de modèle offensif. C'est-à-dire, je rappelle, pas de la tête, pas au cordeau, pas sur centre. Et seulement un but sur phase arrêtée qui a été fait sur une combinaison travaillée avec un tir hors rectangle. Donc, c'est paradoxal aussi, à l'image du club. Mais une grande star en devenir, ça sûr et certain. Il n'empêche quand même qu'on peut discuter tant qu'on veut autour d'Arsenal. Pour l'instant, le ticket pour la Ligue des Champions est dans leur poche. Oui. Ils ont même un petit avantage puisqu'ils ont 33 matchs joués, là où d'autres, Man U par exemple, en a déjà joué 34. Alors Man U qui joue ce soir, 21h, match face à Chelsea. C'est sans doute, mais on le dit à chaque fois, le match de la dernière chance pour United. Oui, après il restera Tottenham. Donc ça va se jouer, à mon avis, entre... Arsenal va devoir aller à Tottenham le 12 mai. Exactement, ça va se jouer peut-être dans ce match-là. Et un petit mot quand même pour revenir sur Saka, parce que c'est très intéressant ce que dit Christian. On a l'impression qu'il est brillant, enfin son talent éblouit complètement les matchs et nos écrans.
Par contre, Christian nous dit qu'il y a encore une marge de progression incroyable parce qu'il ne marque quasiment que dans un seul domaine. Oui, mais je suis absolument incapable de vous dire. Vous vous souvenez quand on en a discuté tout au début, on n'était pas tout à fait d'accord. Chaque fois que vous faisiez un match, vous étiez totalement impressionné et sous le charme, et moi je l'étais un peu moins. Ouais. Et on en a souvent parlé comme ça, même voilà, hors antenne. Mais là, on a les chiffres, donc on a les chiffres, donc je peux évidemment que m'incliner devant les chiffres de performance, etc. Voilà. Reste à savoir si ce petit pas supplémentaire, justement, pour être plus complet, il va le franchir. C'est ça, je pense, encore l'inconnu et l'incertitude le concernant. Mais à 20 ans, c'est exceptionnel quand même. Oui, on va voir quelques-uns de ses buts parce que pour confirmer ce que dit Christian, on voit qu'il est vraiment très très fort. Et là, c'est un but qu'il a été cherché. Il a récupéré un ballon très haut et qu'il a une qualité de frappe pied gauche absolument, je vais dire exceptionnelle. Après, voilà, on est peut-être parfois, on exagère un petit peu dans nos propos, dans les mots utilisés. Mais lui, vraiment, à ce niveau-là, il a beaucoup de qualité. Et c'est une équipe, on le rappelle, il n'y a pas vraiment de buteur. Parce que la Casette, là, depuis qu'il a eu le Covid, ne joue plus. C'est Nketiah. Nketiah, il a fait un doublé face à Chelsea. Mais bon, c'est pas un attaquant qui marque énormément de buts. Donc Saka reste une valeur sûre de cette équipe pour faire la différence, pour faire basculer un match. C'est à peu près le seul. Peut-être qu'on pourrait y ajouter l'un ou l'autre défenseur, mais c'est à peu près le seul qui fait une saison linéaire. Exactement. Et tous les autres ont des moments de montagne russe, d'euphorie et des moments de crise et de grosses crises. C'est ce qui explique les résultats. À l'image, d'ailleurs, si vous regardez la saison de Sambi Lokonga, c'est à l'image de ça. Lui, il a juste pas de chance, c'est qu'il tombe chaque fois dans les moments où l'équipe est moins performante, alors que lui, sur le plan individuel, joue des matchs tout à fait corrects. Mais il tombe. Mais si vous regardez sa saison, c'est 4 matchs, il joue pas. 6 matchs, il joue. Il joue pas, il rejoue par bloc, à peu près comme les blocs qu'on a vus tout à l'heure par rapport aux résultats et au classement. Donc voilà, c'est une équipe assez étonnante. Oui, assez étonnante, pas très régulière en tout cas, mais un petit avantage, le déplacement à West Ham, parce qu'encore une fois, les circonstances pour West Ham sont un petit peu compliquées avec ce match bloqué entre les deux demi-finales d'Europa League. Pour une fois, pour la première fois de l'émission, je vais devoir présenter des excuses, Jean-François, parce qu'on a eu un petit moment de confusion sur Kevin Keegan. Alors c'est vrai que Anderlecht, fin des années 70, joue. C'est honteux parce que c'est un joueur que j'ai adoré. Mais oui, mais c'est évidemment Liverpool, c'est pas West Ham. Mais c'est vrai qu'il joue une finale de Coupe des Coupes face à Anderlecht sous le maillot d'Hambourg et qu'Anderlecht joue face à West Ham. Alors on fait souvent la confusion. Non, Kevin Keegan en Angleterre, c'est d'abord Liverpool, puis il a joué aussi à Newcastle avant de les entraîner. Je vous ai induit mais en oui, erreur. mais moi j'ai dit oui, donc je suis en grande partie responsable aussi. Alors évidemment, on est regardé par des spécialistes de la Première Ligue qui ont relevé l'énormité, mais c'est corrigé. Voilà, Kevin Keegan, c'est d'abord Liverpool, ça reste une légende de Liverpool. Il faut avouer. À moitié pardonné. Voilà, exactement. Il nous reste à voir les rendez-vous et on va encore une fois passer, on l'a dit, un super week-end. En débutant du côté de Newcastle, la suite, Jean-François. Le Goals of the Day. Avec comme match phare Watford-Burnley. Dernière chance pour Watford et on sait que Burnley, là, est passé devant Everton. Ils vont tenter de rester devant les Toffees. Oui, je le disais tout à l'heure, il y a 3 clubs encore vraiment concernés pour la descente. Leeds, notamment, est une de ces 3 équipes. Face à Manchester City, est-ce qu'ils seront capables de relever le défi ? Ça reste évidemment une des grandes inconnues du week-end, mais pourquoi pas, c'est une équipe très euphorique qui peut parfois avoir une production offensive assez étonnante. Everton sera dans un cas complexe aussi face à Chelsea, évidemment. Et puis Tottenham, qui reste en course pour le top 4 avec 2 points en moins qu'Arsenal, n'a pas le droit à l'erreur non plus. Ils doivent conserver leur chance jusqu'à cette confrontation directe. West Ham, Arsenal, on en a parlé. Manchester United, Brentford se jouera lundi soir. Ouais, et ça dépendra aussi. Les ambitions d'United sur la fin de saison dépendront de ce match qu'ils jouent face à Chelsea à partir, je ne sais plus, c'est 20h40. Je crois que c'est 20h45 ce soir. Et à 21h, n'oubliez pas également West Ham, Francfort sur les chaînes de VOO Sport World. Justement, on parlait de Cristiano Ronaldo il y a quelques instants. Il a marqué son 100e but le week-end dernier, 100e but de Première Ligue. On sait qu'il bat record après record et que toutes les semaines, il atteint un chiffre soit marquant comme le 100e but ou alors il bat des records. Donc on va se quitter avec la séquence nostalgique. On va revoir quelques-uns des buts qu'il a marqués sous le maillot de Manchester United dans sa première période et maintenant dans la deuxième. Merci Jean-François. Merci. On vous souhaite un excellent week-end évidemment avec la Première Ligue sur VOO Sport World. Et Christian, merci également pour toutes ces infos toujours aussi précieuses semaine après semaine. On vous souhaite également un excellent week-end. He's two-footed, he's quick, he's brave, there's enormous talent there.
He's not phased by anything. Temperament. Excellent. Manchester United's number 7, his introduction to life at Old Trafford. The players have raved about him. Sir Alex Ferguson has as well. Ronaldo. Oh, look at this. Such confidence in one so young. Football-wise, you could see he had a bit of everything, many tricks. You could see straight away the passion he had for the game. You could see he wanted to be a winner. Cristiano Ronaldo's first goal for Manchester United. As a young kid, being mentored by Sir Alex and being mentored by Ryan Giggs and Paul Scholes, Roy Keane and Rio Ferdinand, all those guys, I think they all helped shape and build the Cristiano that started out. Worth a shot, Ronaldo goes for it, oh, glorious goal! His feet were so quick, honestly, sometimes you used to do tricks and you think, wow, I've never seen anybody do it that quick and under control. But one of the things that really stuck out the most, his technical ability is very unique. I don't think on this type of free kick his conversion rate's brilliant, but every now and again one just flies in the top corner, like that. And that was one of them! Unbelievable! This is what Cristiano is doing for the last 15, 17 years. Woodman spilled it, and guess who's there? Close your eyes, and he never went away. Big players, they give a lot to the team, they give a lot to yourself. You can learn from them, and at the same time for the team, I think is about what he's doing. He makes a lot of sacrifices. He has great motivation, great determination. He's led by example in terms of what he does day in, day out. Rashford playing it in! There it is! Ronaldo hits 800! Cristiano he'll have a hunger and determination to be the best player in the Premier League. He's never satisfied with whatever his level is. Is Cristiano Ronaldo! It's his 50th club hat-trick.